Bonjour ou rebonjour tout le monde. Nouvelle vidéo sur les probabilités. Donc si vous avez suivi l'enchaînement des vidéos, c'est la troisième vidéo. Si vous n'avez pas suivi, il y avait deux autres vidéos avant dont je mettrai les liens en description. Donc troisième vidéo de probabilité où nous allons parler, après avoir parlé des situations évolutives, construction et utilisation d'un arbre, des situations répétitives avec la loi binomiale et des lois particulières que sont les lois à densité, c'est-à-dire la loi uniforme, la loi exponentielle et la loi normale, nous voyons la dernière partie du chapitre, enfin des chapitres de la partie probabilité on va dire, qui est l'échantillonnage. Alors l'échantillonnage c'est un cours à part entière, mais bon, c'est quelque chose d'extrêmement rapide et d'extrêmement simple à faire. En général, c'est une question qui est toujours posée de la même manière, on va voir un exemple tout de suite après. Et c'est toujours la dernière partie de nos exercices de probabilité, on finit toujours un exercice de probabilité par de l'échantillonnage, dont on va parler tout de suite. Alors, en ce qui concerne donc l'échantillonnage, je vais toujours tout de suite me placer dans une situation concrète, parce que c'est comme ça que vous allez le comprendre le mieux. Dans un exercice d'échantillonnage, voilà ce qui va se passer. On va nous donner une affirmation par rapport à une situation qu'on aura eue au départ, et on va vouloir vérifier si cette affirmation est vraie ou pas. La problématique, c'est constamment celle-là. Donc, là, je le note d'ailleurs, problématique. Problématique générale. On nous donne une affirmation. Que l'on souhaite vérifier. C'est aussi simple que ça. Je vais tout de suite prendre un exemple concret pour qu'on comprenne bien. Je vous donne un exemple d'affirmation. Un restaurateur affirme que 85% de ses clients sont satisfaits de la cuisine. Et nous, on veut savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Alors, comment on va faire pour savoir ça? Ça, c'est toujours l'énoncé qui va nous le décrire et nous l'expliquer. On va prendre un échantillon de clients qu'on va supposer représentatif. On va interroger 500 clients, 200 clients, 1500 clients, peu importe. On va interroger un certain nombre de clients à la sortie du restaurant et on va leur demander est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous n'êtes pas satisfait. Donc ils vont répondre oui, oui, non, oui, non, oui, non, oui. On va récupérer le nombre de clients satisfaits. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je divise le nombre de clients satisfaits sur le nombre total de clients, j'aurai le pourcentage de satisfaction. Donc, c'est-à-dire que pour vérifier ça, donc tout ce que je suis en train d'écrire, c'est l'énoncé qui nous le dit. On considère un échantillon. Donc un échantillon, bien évidemment, supposé représentatif, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a de tous les clients et que ça représente bien l'avis général de ce qui peut se passer, de n clients, parmi lesquels k sont satisfaits. Donc ça, c'est l'énoncé qui va décider combien de clients on a choisi et combien sont satisfaits. On va me dire, voilà, on en a pris 200, il y en a 82 satisfaits. Du coup, j'ai mon pourcentage de satisfaction. C'est quoi? C'est K sur N.
Si j'en ai pris 200, il y en a 82 satisfaits, ben ça sera 82 sur 200. Alors, le raisonnement auquel on pourrait penser de suite, c'est se dire, bon ben voilà, j'en prends 200, il y en a 82 satisfaits, je calcule 82 sur 200, soit ça fait 85% et je dis, bon ben voilà, le restaurateur il a raison, soit ça fait pas ça et je dis, ben non, il se trompe. Alors ça, le problème, c'est un raisonnement qu'on peut pas avoir, pour la simple et bonne raison que, aussi représentatif soit l'échantillon qu'on va choisir, si je prends 200 clients, que j'en ai 82 satisfaits, vous comprenez bien que si j'en prends 200 autres, j'en aurai pas 3 satisfaits, sinon ça veut dire que c'était pas représentatif, mais peut-être que j'en aurai 85, ou dans un autre échantillon 87, ou 78, c'est-à-dire que j'aurai toujours à peu près le même nombre, ce qui signifie que c'est bien représentatif, mais jamais exactement le même nombre. Du coup, soit j'ai de la chance, je tombe à un moment donné sur un échantillon où j'ai 85% de satisfaits et je dis bon, il a raison, soit je suis sur un autre cas, je dis il se trompe, bon, c'est un raisonnement qui n'est pas terrible, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc on va être obligé de se donner une marge d'erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner 5% de marge d'erreur, et on va dire, voilà, si j'en prends n, que j'en ai qu'un satisfait, quelle fourchette de satisfaction je peux espérer avoir de manière certaine, sûre et certaine à 95%. Et c'est là que soit les 85% qu'on nous annonce seront dans notre fourchette, et là on pourra dire oui, effectivement, il ne raconte pas de bêtises, soit c'est pas le cas, et on dira bon bah non, il y a un problème quelque part. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser ce qu'on appelle, alors c'est l'énoncé qui l'appellera toujours comme ça, donc on appelle ça un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Bon, l'énoncé nous dira souvent réaliser un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc ce machin, c'est quoi? C'est notre fourchette de satisfaction qu'on peut espérer obtenir. Cet intervalle, il n'y a absolument rien à faire. C'est une formule, c'est comme ça, il faut la connaître par cœur. Je vous la note tout de suite. Donc c'est un intervalle. Donc nous avons P, notre probabilité de satisfaction de l'échantillon, c'est-à-dire le cas sur n, moins 1,96, ça sera toujours 1,96, multiplié par racine de p facteur de 1 moins p sur racine de n. Alors c'est un truc qui est dégueulasse, je vous l'accorde, mais vous allez le taper sur la calculette, elle va vous dire combien ça fait, donc on s'en fiche un petit peu. Ça c'est la première borne de l'intervalle. La deuxième borne de l'intervalle, c'est exactement mot pour mot la même avec un plus. C'est-à-dire P plus 1,96 multiplié par racine de P facteur de 1 moins P sur racine de N. Donc vous allez taper tout ça sur votre calculatrice et vous allez obtenir votre intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Vous allez obtenir 0,78, 0,89. Il y a 95% de chances d'avoir entre 78 et 89% de satisfaction, ou peu importe les résultats que vous obtenez. Une fois que vous avez ça, vous raisonnez de la manière la plus simple qui est, vous dites voilà, soit le 0,85, c'est-à-dire les 85% qu'on m'a annoncé au départ, c'est dans l'intervalle, et dans ces cas-là, je dis, ok, c'est bon, le restaurateur, il a raison. Et bien évidemment, soit c'est pas le cas, je trouve entre 78 et 83% de satisfaction, donc les 85 ne sont pas dedans, et dans ces cas-là, eh bien je dis qu'il se trompe. Si vous savez faire ça, vous savez absolument tout faire sur l'échantillonnage. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. C'est à chaque fois une question,
généralement la dernière question de l'exercice de probabilité liée à la situation qu'on traitait depuis le départ, et c'est la seule chose qu'il faut savoir faire. Donc il y a une formule à connaître, c'est celle-là, et il y a le raisonnement qu'on a. Une petite remarque importante, c'est rare mais ça arrive. Il est possible de raisonner avec ce qu'on appelle un intervalle de confiance plutôt qu'un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y en a pas. Si ce n'est que l'intervalle de fluctuation est un petit peu plus précis que l'intervalle de confiance, mais le raisonnement est exactement mot pour mot le même que tout ce qu'on a raconté derrière. Qu'est-ce qui change? Juste la formule. L'intervalle de confiance, elle est beaucoup plus simple, la formule. C'est tout simplement un p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n. Donc c'est la même formule que la précédente, mais en beaucoup plus simplifié. Et le raisonnement est le même. Soit ce qu'on me propose, c'est dedans, et dans ces cas-là, on est bon, soit c'est pas dedans, et dans ces cas-là, on n'est pas bon. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre? En général, c'est l'énoncé qui l'impose. C'est-à-dire que quand l'énoncé va vous dire utiliser un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, eh bien, c'est celui-là que vous allez utiliser. Et si l'énoncé vous dit à l'aide d'un intervalle de confiance, c'est celui-là que vous allez utiliser. Alors, il est possible qu'on nous dise rien. Si on nous dit rien, malheureusement, vous n'avez pas le choix, parce que sinon, on choisirait celui-là. Mais quand on nous dit rien, on est obligé de faire un intervalle de fluctuation, parce que c'est plus précis et parce que c'est plus joli. Donc, quand l'énoncé ne laisse pas le choix, on fera ça. C'est l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'échantillonnage, il n'y a rien de plus à savoir. Alors là aussi, bien évidemment, en exercice, on peut s'amuser à faire des trucs un petit peu plus embêtants et poser des questions un petit peu plus tortueuses que ce qu'on a là, parce que faire ce qu'on fait là, c'est pas extrêmement intéressant. Mais ça, c'est des choses que je vous détaillerai dans les exos. Donc, retenez ça pour l'échantillonnage, la manière qu'on a de réfléchir, les deux formules des deux intervalles, et la suite, on verra ça en exercice. Bon courage pour les révisions et à bientôt.